escalier d'entrée de l'élégante villa est envahi par des dizaines de manifestants, des militaires à la retraite, mais pas seulement. Certains brandissent des potences de fortune, symbolisant la colère populaire après l'explosion meurtrière qui a fait mardi plus de 150 morts et 6000 blessés. À la tête de ce commando atypique, le général à la retraite Sami Rama, qui a servi sous les ordres du président Michel Aoun, quand ce dernier était commandant en chef de l'armée durant la guerre civile. Nous affirmons que ce régime est corrompu, divisé par des secrets basés sur le pouvoir et religieux. Et nous l'appelons également le régime de la négligence, au point de laisser des substances explosives dans le port de Beyrouth, qui pouvaient exploser à n'importe quel moment. Mais c'est la moindre des choses d'être ici. Vous savez, la révolution ne s'invite pas, elle se fait par le peuple lui-même. Et le peuple a décidé de prendre, de faire son sit-in au ministère des Affaires étrangères, comme il le fait actuellement au ministère de l'Environnement, il l'a fait au ministère de l'Économie. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire après 10 mois de révolte et hélas après 10 mois d'inconscience totale de notre caste de mafiocrates qui nous gouverne jusqu'à présent. Et qui ne veut... Le début des manifestations antigouvernementales à l'automne 2019 au Liban, un petit groupe de militaires à la retraite participe activement au mouvement pour dénoncer l'incurie du pouvoir. La présidence mauritanienne a annoncé ce dimanche soir la formation d'un nouveau gouvernement après un rapport parlementaire liant d'anciens ministres à des affaires financières de l'ex-dirigeant Mohamed Ould Abdelaziz. Au cours d'une conférence de presse dans la capitale Nouakchott, le secrétaire général de la présidence a déclaré que ce remaniement allait donner aux ministres cités dans le rapport le temps dont ils auront besoin pour prouver leur innocence. Il était normal de permettre à ceux qui ont été cités par le rapport de se libérer pour prouver leur innocence. C'est pourquoi ils font partie de ceux concernés par ce changement. Le président de la République, conscient de son rôle de garant de la Constitution, est attaché au principe de séparation et d'indépendance des pouvoirs. Le nouveau gouvernement reste néanmoins assez similaire au précédent. 18 ministres ont été reconduits dans leurs fonctions. Mais le secrétaire général de la présidence a précisé que le nombre des ministères avait été réduit à 22, certains ayant été fusionnés. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait procédé jeudi, sans en donner les raisons, à un changement de premier ministre et annoncé un remaniement ministériel au lendemain de la remise à la justice du rapport d'une commission parlementaire sur la gestion de son prédécesseur, Mohamed Ould Abdelaziz. Jusqu'à l'annonce de ce dimanche, la présidence mauritanienne n'avait pas établi de lien entre le remaniement et le rapport sur Mohamed Ould Abdelaziz au pouvoir de 2008 à 2019. Près d'une semaine après cette déflagration qui a fait au moins 158 morts, 6000 blessés et détruit une partie de la capitale du Liban, Beyrouth, les autorités accusées de corruption, de négligence et d'incompétence par la rue n'ont toujours pas répondu à la principale question. Pourquoi une énorme quantité de nitrate d'ammonium était entreposée au port, au beau milieu de la ville? Le président Michel Aoun, de plus en plus contesté, a rejeté une enquête internationale. Et les autorités n'ont pas communiqué sur le déroulement de l'enquête locale. Face à l'ampleur du drame et la colère d'une population éreintée, la ministre de la Justice a présenté sa démission. Troisième membre du gouvernement a claqué la porte après la ministre de l'Information et le ministre de l'Environnement. Mais pour les manifestants, la démission des ministres n'est pas suffisante. Ils doivent rendre des comptes. Selon la Constitution, le gouvernement tombe si plus d'un tiers de ses membres démissionnent. Les médias locaux affirment que d'autres ministres du gouvernement de 20 membres pourraient suivre. Lors des manifestations samedi et dimanche, réprimées par les forces de sécurité, les protestataires ont appelé à la vengeance contre la classe politique totalement discréditée. Les élections anticipées ne sont pas une des principales revendications de la rue, car le Parlement est contrôlé par les forces traditionnelles qui ont élaboré une loi électorale minutieusement calibrée pour servir leurs intérêts.
Selon ma considération, la formule la plus adaptée est que cela soit un gouvernement de compétences complètement indépendant, que ses membres répondent aux conditions de la transparence, de l'intégrité et soient prêts à travailler. Selon Mechichi, les consultations avec les partis politiques vont se poursuivre pour parler des priorités économiques et sociales du prochain gouvernement parce que leur mise en place ne pourrait se faire sans le soutien des partis et du Parlement. Il a également mis en garde contre une crise aiguë en Tunisie dont le produit intérieur brut est en repli de 6,5%, l'endettement représente 86% du PIB et le taux de chômage pourrait dépasser 19% d'ici fin 2020. La nécessité, la responsabilité et le devoir patriotique nous obligent aujourd'hui à la formation d'un gouvernement de concrétisation sociale et économique. Son centre d'intérêt est le citoyen et sa priorité est de lui présenter des solutions urgentes qui ne peuvent pas attendre. Enarda s'était prononcé plus tôt lundi contre un gouvernement d'indépendants appelant Mechichi à former un cabinet tenant compte des équilibres parlementaires. Ce mouvement, qui compte 54 sièges sur 217 à l'Assemblée, craint d'être écarté du nouveau gouvernement. Mechichi, qui était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement sortant d'Eliès Fakfak, s'est entretenu avec d'anciens chefs du gouvernement, d'anciens présidents, mais aussi des leaders syndicaux avant d'aller au palais de Carthage pour rencontrer le président Saïed. Une fois son cabinet formé, il devra obtenir la confiance du Parlement à la majorité absolue d'ici début septembre. Faute de quoi, l'Assemblée sera dissoute et de nouvelles élections législatives auront lieu. Après une fermeture de plus de 4 mois, quelques compagnies aériennes commerciales libyennes ont été autorisées ce dimanche à assurer des vols au départ de l'aéroport de Mitiga, situé à quelques kilomètres à l'est de Tripoli vers Istanbul. Aucun vol à destination de la capitale libyenne n'est pour le moment programmé. L'aéroport de Mitiga a été régulièrement la cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes depuis avril 2019 et le début de l'offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, qui a tenté 14 mois en vain de prendre le contrôle de Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. En partie détruit, l'aéroport était également fermé en raison de la pandémie du coronavirus. Près de 6000 cas du Covid-19 ont été officiellement recensés en Libye, dont 123 décès. Mardi, 2 vols sont programmés en direction de la Turquie-Istanbul, étant la seule destination autorisée. Les mesures de précaution sanitaire ont été renforcées pour tenter d'éviter des contaminations entre passagers à l'intérieur des bâtiments. L'aéroport de Mitiga est initialement une base militaire qui a été ouverte au trafic civil pour remplacer l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 lors de combats entre milices rivales. Décrite par Forbes Magazine comme la femme la plus riche d'Afrique, Isabel dos Santos est accusée d'avoir volé quelques 5 milliards de dollars aux entreprises publiques de l'État pétrolier d'Afrique de l'Ouest durant les presque 40 ans au pouvoir de son père, José Eduardo dos Santos. Elle détient 25% du capital d'Unitel qui domine largement le marché en Angola. Après 20 années dédiées à la création, au développement et au succès d'Unitel, je décide de démissionner de mon poste de membre du conseil d'administration de la société, a-t-elle déclaré dans un communiqué mardi. Isabel dos Santos, âgée de 47 ans, a dit partir car il est contre-productif et irresponsable d'admettre un climat de conflit permanent et de politisation systématique des administrateurs. Ses avoirs, comptes bancaires et actifs dans une pléiade de sociétés angolaises ont été gelés par la justice en décembre dernier dans le cadre d'une vaste opération anticorruption lancée par le pouvoir angolais et plusieurs procédures civiles et criminelles ouvertes contre elle, selon le parquet. Un mois plus tard, le Consortium international des journalistes d'investigation a publié une enquête, les Luanda Leaks, qui l'accusent, sur la foi de documents piratés, d'avoir siphonné les caisses du pays. Le Portugal, ancien occupant colonial, a lui aussi gelé les avoirs d'Isabel dos Santos sur son territoire où elle avait investi dans la banque et les télécoms. Elle a nié ces accusations, mais sa procédure demandant le déblocage de ses avoirs a été rejetée en juin.
Tous les réservoirs du Wakashio sont désormais vides à Maurice, mais le risque d'une aggravation de la marée noire n'est pas écarté. 166 tonnes de fioul ont infiltré différents compartiments du navire. Fragilisé, il pourrait se briser en deux à tout moment. C'est donc une nouvelle course contre la montre qui est engagée sur ce navire instable dont une partie tangue et provoque un grincement incessant et effrayant. Il faut encore pomper le reste du fioul qui a infiltré différentes parties du bâtiment. Des équipes de pompage l'aspirent endroit par endroit jusqu'au fond de la cale. Elles utilisent des skimmers et des équipements spécialisés. En même temps, les équipes de secours se préparent à dépouiller, à le vider de tout son chargement avant le remorquage. Le ministre de l'Environnement a évoqué un chiffre ce mercredi, 10,2 km de côtes ont été pollués à degrés divers. Il n'y a pas eu de bilan indépendant. Une dizaine d'endroits a été souillés par cette marée noire. Autour de 800 tonnes d'hydrocarbures ont filé dans les lagons du sud-est. Les dégâts sont très visibles à Mahébourg, emblématique village du sud, qui a été le premier port de Maurice au lieu touristique, historique et écologique. Les habitants ont été choqués, bouleversés et révoltés. Maurice et ses 1,3 million d'habitants dépendent de la mer pour leur alimentation et le tourisme, crucial pour l'économie. L'île Maurice possède parmi les plus beaux récifs coralliens du monde et constitue un sanctuaire pour une faune rare et endémique ainsi qu'une destination prisée pour son environnement préservé. Après une fermeture de plus de 4 mois, quelques compagnies aériennes commerciales libyennes ont été autorisées ce dimanche à assurer des vols au départ de l'aéroport de Mitiga, situé à quelques kilomètres à l'est de Tripoli vers Istanbul. Aucun vol à destination de la capitale libyenne n'est pour le moment programmé. L'aéroport de Mitiga a été régulièrement la cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes depuis avril 2019 et le début de l'offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, qui a tenté 14 mois en vain de prendre le contrôle de Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale. En partie détruit, l'aéroport était également fermé en raison de la pandémie du coronavirus. Près de 6000 cas du Covid-19 ont été officiellement recensés en Libye, dont 123 décès. Mardi, 2 vols sont programmés en direction de la Turquie, Istanbul, étant la seule destination autorisée. Les mesures de précaution sanitaire ont été renforcées pour tenter d'éviter des contaminations entre passagers à l'intérieur des bâtiments. L'aéroport de Mitiga est initialement une base militaire qui a été ouverte au trafic civil pour remplacer l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 lors de combats entre milices rivales.